Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc totalement inutile. Un truc qui ne sert à rien. Un machin pour les rêveurs, les observateurs silencieux, voire les marginaux. Aujourd'hui, je vous parle d'anthropologie. Je suis Véronique Mézille, je suis anthropologue de terrain, également formatrice et médiatrice. Et si je vous disais que l'anthropologie ne sert à rien? Elle ne résout pas la faim dans le monde. Elle ne solutionne pas les guerres. Elle ne soigne pas le cancer. Du coup, à quoi elle sert? Alors en fait, vous l'avez compris, ce titre, en forme de boutade, vient finalement de l'origine de ma passion pour l'anthropologie. Et on va revenir longtemps en arrière pour moi. J'ai 16 ans, je suis en classe de première et je découvre la philosophie avec un prof absolument extraordinaire. Et premier cours de philo, ce prof nous dit « la philosophie ne sert à rien ». Donc nous, interloqués, on se dit qu'est-ce qu'on fait là quoi? En plus 16 ans, la philo ça sert à rien, etc. Et tout au long de ce cours, en fait, ce prof nous explique que la philo, ça sert à rien parce que ce n'est pas au service de quelque chose. Ce n'est pas au service d'une cause, au service d'une idéologie. Ça ne donne pas de solution toute faite, de recette, de réponse. Par contre, ça questionne tout le temps. Ça remet en doute, ça remet en question ce qui nous semble évident. Ça nous permet de voir le monde différemment. Et c'est en cela que la philosophie est indispensable et que je pense personnellement que l'anthropologie est également indispensable. Donc aujourd'hui, je vais vous développer cette idée et je vais vous emmener avec moi sur le terrain. Donc si vous êtes bien installés, moi je vous propose de plonger avec moi dans ce regard anthropologique, dans cette aventure humaine. On va commencer par ça. L'anthropologie, elle n'est pas au service d'une cause, je vous l'ai dit. Elle ne dit pas c'est vrai, c'est faux, c'est mal, c'est bien. Souvent on me demande et toi, t'es pour ou t'es contre ça? Et moi je réponds mais je ne suis pas là pour prendre position en tant qu'anthropologue. L'anthropologue par contre il est là pour comprendre. Comprendre ce que certaines positions vont dire du monde. On est là pour observer, pour être parfois et même souvent silencieux, pour décoder. On a une posture d'attention. Et alors là, quand j'explique, les gens ils froncent les sourcils. Ouais, donc en fait tu cautionnes. Mais non, je cautionne pas. Je comprends, j'essaye de comprendre, je ralentis mon jugement. Et dans un monde où on nous demande tout le temps d'être positionné, tout le temps d'avoir un avis, tout le temps d'être pour ou d'être contre, c'est parfois insupportable. En Nouvelle-Calédonie, actuellement, on a l'impression que tous les débats sont autour de ça. Je vais être claire, est-ce que tu es indépendantiste, est-ce que tu es loyaliste? Est-ce que tu es pour les Kanaks, est-ce que tu es contre les Kanaks? Est-ce que tu es pour les Blancs, est-ce que tu es contre les Blancs? Oui, non. Mais si on arrêtait et si on essayait de comprendre, de vraiment se comprendre, parce que juger, c'est très facile. Mais comprendre, c'est beaucoup plus exigeant. Comment on fait pour comprendre? Pour comprendre, on va sur le terrain. Ce fameux terrain de l'anthropologue. Ça, c'est le sujet qui est absolument passionnant. La posture de terrain. Dans une société, notamment comme en Nouvelle-Calédonie, où on a des histoires qui sont très longues, où on a des identités qui sont très fortes, où on a des mémoires qui sont souvent blessées, meurtries, la posture de terrain, c'est tout un art. Il faut s'effacer, il faut observer, il faut écouter. Il faut se laisser traverser par les dynamiques humaines qu'on le rencontre et qui sont souvent invisibles. Je vous donne un exemple. Le dernier terrain en date que j'ai fait et qui était absolument pour moi en tout cas extraordinaire et qui m'a complètement et profondément bouleversée sont les squats. J'ai eu une étude à faire pour comprendre les conditions de vie en squat en Nouvelle-Calédonie. Les squats, on en parle beaucoup, on en sait peu de choses. Il y a beaucoup de chiffres dessus, beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. Et là, l'objectif, c'était d'aller simplement, et c'est déjà énorme, comprendre comment les gens vivaient en squat. Et je peux vous dire que ce n'est pas sur un PowerPoint ou sur un document Word qu'on comprend. C'est en allant sur le terrain. Donc on est allé avec une équipe d'étudiants, des jeunes océaniens d'ailleurs, qui étaient absolument formidables. On est allé sur le terrain, on est allé dans les cabanes, on s'est posé, on a pris le café,
on a discuté, on a pris le temps de comprendre. Il y avait Léa, cette maman célibataire. Elle est totalement invisible pour l'administration. Par contre, dans le squat, c'est un pilier de sa communauté. Elle s'occupe d'organiser les tours pour aller chercher l'eau. Elle s'occupe de trouver le matelas pour la petite famille qui vient d'arriver. Il y avait ce jeune couple, je me souviens, qui vivait dans un logement social avec toute la belle famille et qui venait d'avoir un bébé. Et ils voulaient leur maison à eux. Mais comment on fait pour avoir un logement quand on n'a pas de travail ou qu'on a un travail précaire ou pas suffisamment rémunéré? Il y avait ce groupe de jeunes. C'était assez drôle, ils vivaient en colocation dans une cabane au bord de la mer à Nouville. Le matin, ils allaient au champ, ils allaient à la pêche, et l'après-midi, ils cherchaient du travail. Mais comment on fait? Comment on fait pour trouver du travail quand on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de voiture, qu'on n'a pas d'accès à Internet, qu'on n'a même pas de pièces pour prendre le bus quand il y a un bus? Comment on fait? Il y avait aussi cette arrière-grand-mère qui était arrivée à Nouméa il y a plus de 30 ans en squat pour trouver du travail. Maintenant, elle est à la retraite, mais elle a ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants qui sont nés dans le squat. Sa vie, elle est ici. Donc, comment on fait pour repartir vivre ailleurs? Je crois qu'elle était de Poum, même de Bélep. Comment on fait pour repartir là-bas alors qu'on a construit toute sa vie ici? Et le travail de l'anthropologue, c'est celui-là. C'est d'être sur le terrain, à la rencontre de ces gens, et puis d'aller décoder ce qui se passe. Et puis ensuite, de le traduire sans le pervertir, et finalement de faire le lien entre le terrain, entre ces gens, et entre les décideurs. Pas pour parler à la place des gens, non, pas du tout, mais pour faire entendre différemment. Et ça me rappelle un autre projet sur lequel j'ai travaillé, toujours à Dumbéa, parce que Dumbéa, c'est un formidable terrain d'aventure humaine pour l'anthropologue que je suis. C'était le projet Apogéa. C'était un projet de renouvellement urbain de tout un quartier qui avait à la fois des problématiques d'urbanisme et des problématiques sociales. Et un projet de renouvellement urbain donc porté par la ville de Dumbéa. Sur le papier, tout était carré, nickel. Des bâtiments à rénover, des parkings à rénover, d'autres bâtiments à construire, de l'urbanisme classique. Mais le terrain, sur le terrain, il y a des gens, il y a des habitants avec des problématiques d'insertion sociale et professionnelle, avec des envies, avec des besoins. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, toujours avec ma petite équipe d'étudiants, eh bien, on est allé voir ces habitants. On est allé voir les femmes, les jeunes, les anciens, les mamies, celles qui travaillent, celles qui s'occupent de leurs enfants, celles qui jardinent. Et puis, on leur a posé les questions. Comment vous vivez? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous attendez? Et là, il y a eu un autre récit qui a émergé. Un récit où, en fait, l'habitant devient acteur de son projet et pas simplement bénéficiaire d'un projet qui a été tout ficelé ailleurs et qu'on lui a imposé. Et ça, c'est formidable. Et donc là, vous le voyez, aussi bien les squats que Apogéa, il y a des gens, mais il y a des espaces aussi. Et finalement, l'anthropologue est aussi décodeur de tous ces espaces. Il y a des bancs, des parcs, des éclairages, des trottoirs, des résidences. Et là aussi, il faut se laisser traverser. Toujours à Dumbéa, autre exemple, une résidence, Arawa, une résidence sociale. Arawa, c'est une résidence de 118 logements qui a été construite en 2010. Au début, flambant neuve, tout se passe bien. On arrive maintenant, les espaces communs sont dégradés. Il y a de l'insécurité. Les habitants, les locataires, se sentent isolés. Et puis, quand on leur demande, ils disent « moi, je veux partir ». Mais ils disent aussi « moi, je veux que ça s'arrête, je veux que ça change ». Alors, comment on fait pour que ça change? Eh bien là, on s'immerge totalement. On arrive sans aucune idée préconçue. Le projet de résidence sociale à Arawa a été très intéressant parce que c'était un vrai laboratoire humain. On s'est installé dans la résidence pendant plusieurs mois avec une équipe d'architectes,
de médiateurs, d'artistes et avec les habitants aussi comme co-auteurs. Donc on s'est installé dans cette résidence, on s'est posé, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait y faire et on a attendu. On a invité les gens à venir prendre le café, à discuter avec nous. On a monté des projets, on a testé, on a recommencé. Ça marche pas. On a créé ce qu'on appelle la natte d'Arawa dans cet espace. Et dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu du théâtre d'impro, avec des mamies qui éclataient de rire. Il y a eu des débuts de jardin potager, avec des enfants qui rentraient chez eux le soir, les mains pleines de terre. Il y a eu des dessins. Il y a eu une fresque collective, qu'on peut d'ailleurs aller voir maintenant, qui a été faite par les enfants. Et tout ça, ça s'est mis en place peu à peu. Et tous ces micro-actes, ils ont fait que le lien a commencé à se renouer entre les habitants. Et finalement, la transformation sociale, c'est là qu'elle se passe. Au pied d'un immeuble, dans une cage d'escalier, entre un plant de manioc et une mamie qui éclate de rire. Et ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça, ce sont tous les exemples que j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous sur mon travail d'anthropologue de terrain. Et si on revient à quelque chose de plus académique et aux fondamentaux de l'anthropologie, en tout cas pour moi, qui est Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, il disait « L'anthropologue, c'est celui qui est chez lui nulle part. Celui qui est toujours un peu dedans, un peu dehors. Celui qui est suffisamment proche pour comprendre et suffisamment éloigné pour voir. Ce qu'on appelle un étranger intime. Et ça, c'est un super pouvoir. C'est le super pouvoir de comprendre. Et finalement, on l'a tous, ce super pouvoir. Il suffit de le développer. Je vais vous partager quelque chose. Ces derniers temps, j'étais beaucoup en quête de sens. Je me suis posé des questions sur mon travail d'anthropologue de terrain. Parce que, pour vous le dire clairement, je fais toutes ces études et puis parfois elles restent lettres mortes. On fait un beau rapport, un livrable, on le rend au client, la collectivité généralement, qui nous l'a commandé, puis lui, il le met dans un tiroir. Il ne l'écoute pas. Et là, je me dis, mais putain, à quoi je sers? Et en réfléchissant à tout ce qu'ont fait les anthropologues avant moi, à ma posture, à mon métier, je me suis dit, mais le sens, en fait, il n'est pas dans les livrables, il n'est pas dans les présentations PowerPoint. Le sens, il est dans les rencontres. Il est sur le terrain, justement. Il est avec toutes ces rencontres, toutes ces personnes qui m'ont bouleversée, avec toutes ces discussions qu'on a pu avoir. Et c'est là qui est vraiment important. C'est là que va se situer peut-être la transformation sociale et pourquoi pas la transformation de notre monde à petite échelle. Et moi, je vous invite à être ces anthropologues du quotidien. Je vous invite à vous poser dans un espace public, à un arrêt de bus, une terrasse de café, sur la plage, dans un parc, et à observer le petit théâtre social autour de vous. Qui parle? Qui se tait? Qui prend de la place? Qui est en retrait? Qu'est-ce que ça dit, tout ça, de notre monde, de notre environnement? Je vous invite à remettre en question ce qui vous semble évident. Je vous invite à aller rencontrer l'autre vraiment, à aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas et juste à l'écouter pleinement, sans vouloir répondre, sans juger, avec empathie et avec bienveillance. Alors l'anthropologie, en effet, ça ne construit pas des ponts, mais ça construit des liens. L'anthropologie, ça n'apporte pas de réponse, ou pas toujours. Par contre, ça pose des questions très puissantes. Donc l'anthropologie, ça écoute, ça remet en question, ça remet en doute et ça nous aide à porter un regard différent sur le monde. Voilà. Donc si vous avez aimé ce moment totalement inutile, ben moi je vous invite à liker, à partager. Et puis je vous invite surtout, en attendant le prochain épisode, à aller à la rencontre de l'autre, à observer avec curiosité et avec votre cœur.